Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 1 de Racing Channel. Mais avant de lancer ce vrai premier numéro, nous vous remercions toutes et toutes pour vos remarques. Elles nous permettent de progresser. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur Facebook. Sachez que très bientôt notre site internet arrivera. Commençons tout de suite par l'essai industrie du Range Rover Evoque équipé de la boîte automatique à 9 rapports. Prononcer son nom est déjà synonyme de luxe et de volupté. Il est vrai qu'avec Evoque, le constructeur britannique qui appartient au groupe Tata a fait un étonnant retour aux affaires. 3 ans après sa sortie, son style rablé et sportif fait donc toujours effet. Il est sans conteste sa signature, surtout en coupé, version de notre essai. C'est sa boîte automatique à 9 rapports. Cette version SD4 a dans ses entrailles un 4 cylindres turbo-diesel 2,2 litres de 140 kW, soit 190 chevaux en position transversale. La boîte étant dans le prolongement, son concepteur, ZF, a fait preuve d'ingéniosité afin de la loger dans un espace pourtant compté. Associant hydraulique, 2 baladeurs à crabot et 2 axes concentriques, il a fait l'impasse sur le nombre de disques qu'impose pourtant une boîte automatique classique. Plus grande en diamètre, c'est en longueur qu'elle démontre toute son ingéniosité avec seulement 6 mm de plus qu'une boîte manuelle. L'exploit du logement étant réalisé, restait à voir le résultat sur le terrain. En ville, on ne peut que sublimer la douceur de cette boîte. Les passages se font dans la discrétion, on roule à son aise et dans une certaine plénitude. Notre voiture étant équipée du toit panoramique, on a pleinement profité de ce puits de lumière, tant de jour que de nuit. Il a également pour lui une finition de très bon niveau et un volume des plus appréciables, tant au niveau des passagers que des bagages. Malgré un seuil de chargement assez haut, on n'est pas SUV pour rien non plus, l'avantage du haillon à commande électrique est un plus indéniable. Le tableau est idyllique. Oui, tant que vous vous montrez calme, pondéré et que vos envies de lâcher les watts ne démangent votre pied droit. Le sport et cette boîte auto ne font pas bon ménage, d'autant que la suspension n'est pas assez ferme. Evoque SD4, ainsi équipé, apprécie la conduite coulée et n'aspire qu'aux grands espaces. Plus dévolu à la conduite économique avec ses 4 derniers rapports allongés, il ne consomme de fait que 7 litres au 100 km en cycle mixte. Rapport de pont court et couple aidant, il fait preuve d'un certain allant, voire de dynamisme. Pas vraiment sportif, il est plus onctueux et vigoureux. Au final, doté de cette boîte à 9 rapports, Range Rover crée une antithèse. Dévolue à l'économie run, elle fera merveille dans le nouveau Discovery. En attendant, on a toujours son look pour y croire. De 4x4, il en est encore question, mais sous une toute autre forme, avec le trophée Rose des Sables, où la beauté des paysages n'avait d'égal que celle des participantes, puisque celui-ci était réservé aux dames. Classique 21 et la 2 présente Spa Rally. Les 13 et 14 mars, retrouvez le championnat de Belgique des rallyes à Spa. Véhicule moderne, historique et de régularité, parcourant des spéciales mythiques. L'histoire du rallye redémarre à Spa les 13 et 14 mars. Un événement à ne pas manquer. Infos et inscriptions sur sparally.com. Alors l'aventure a commencé il y a 10-15 ans, aux années lycée avec Virginie. On s'est rencontrés sur les bancs du lycée, on s'est perdu de vue pendant 10 ans et on s'est retrouvés via les réseaux sociaux il y a un an et demi. Virginie a fait une annonce sur ses réseaux pour participer au trophée Rose des Sables. Donc j'étais la première à répondre oui parce que ça fait longtemps que je voulais le faire. Et j'avais pas de partenaire pour le faire justement. Donc à partir de novembre 2013, on s'est déjà préinscrite à ce rallye. Alors le Trophée Rose des Sables, c'est un rallye 100% féminin. C'est un rallye à l'ancienne,
Roadbook, boussole, aucune notion de vitesse qui sera retenue. Un périple qui se passe au Maroc, dans le sud marocain, dans le désert. Voilà, traversée de la France, de l'Espagne, arriver au Maroc et tout se joue là-bas. Une cause féminine, sportive et solidaire. Alors c'est une cause féminine, oui, en grande partie, puisqu'on est partenaire de l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Donc toutes les filles se sont rassemblées cette année pour faire un immense chœur dans le désert, voilà, pour lancer un message à toutes ces femmes, en soutien, en prévention, pour leur dire qu'on est là pour elles. C'est vraiment un message qui est lancé par les femmes, pour toutes les femmes, pour tout le monde. Mais c'est également solidaire avec le Maroc. On va chez eux. Donc pour nous, ça nous semblait indispensable de faire quelque chose pour eux aussi. Et donc on est partenaire de l'association Enfants du désert qui, eux, toute l'année, vont voir les enfants et on leur permet, via le rallye, de leur ramener des fournitures scolaires, du matériel médical, mais aussi du matériel d'hygiène, parce qu'on fait de la prévention. Il y a une caravane qui tourne tout le temps, qui va dans les écoles, qui va dans les petits villages pour apprendre à ces enfants toutes les bases de l'hygiène. Et également pour créer des crèches, des écoles, pour les aider un petit peu. Et enfin, la Croix-Rouge, avec laquelle on est également partenaire, et pour qui on a ramené des denrées alimentaires non périssables qui allaient redistribuer en France. Donc en fait pour tout le monde, au Maroc, en France, partout, et pour les femmes. Je vous remercie Virginie et on espère vous voir l'année prochaine au prochain Trophée Rose des Sables. Pourquoi pas, enfin j'en serais ravie. Comme promis dans notre dernier numéro, revenons sur le salon de Bruxelles avec un intérêt plus porté sur les Dream Cars. À l'occasion du dernier week-end du Salon 2015, la FEBIAC a organisé, et cela devient une coutume, la 3e édition de Dream Cars. Des voitures prestigieuses ou ultra sportives, mais aussi cette année, la présentation d'une nouvelle marque belge, à savoir iCar, qui y dévoilait son modèle 333, mini citadine 100% électrique, 3 roues, 3 places et 300 km d'autonomie. Voilà la raison d'être de son patronyme. C'est l'aboutissement d'un long développement où j'ai eu l'occasion de faire plusieurs prototypes. Et je me suis dit, au-delà des prototypes, ce serait intéressant d'avoir une voiture que tout le monde pourrait utiliser. Je propose 3 autonomies différentes, 150, 200, 300 km. L'autonomie est réelle. La carrosserie est en lin stratifié. On a choisi le lin parce que c'est léger, résistant et qu'on produit du lin en Belgique. Il y a des plastiques recyclés qu'on réutilise aussi. Alors, au lieu de peindre le véhicule qui nécessite beaucoup plus de poids de peinture, on a préféré placer un film plastique qui au total pèse à peine 1 kg et qui est recyclable. Ce film plastique permet de proposer 300 coloris différents. Alors en fait, le système 3 roues a été testé au circuit de Zolder pendant 1 an et demi. C'est relativement stable, surtout dans les virages, parce que tout le poids est à l'avant, sur les roues avant. Sa vente pourrait débuter dès 2016 avec un prix de base sous la barre des 20 000 €. L'espoir de son concepteur pourrait devenir réalité. De réalité, on en revient avec Imperia, avec des crash tests réussis fin 2007, une renaissance de la marque annoncée en février 2008, des commandes enregistrées en août de cette même année et une liste d'options dévoilée 1 mois après, on n'en voit toujours pas trace sur nos routes près de 7 ans plus tard. Alors il y a différentes possibilités avec cet hybride. On peut rouler en mode full électrique, donc on roule en full électrique environ 62 km. On peut rouler en hybride éco et un hybride sportif qui lui permet de lâcher la cavalerie. On parle surtout de performance d'accélération. Donc si on est en mode électrique, parce qu'un moteur électrique a beaucoup de couple et permet une accélération rapide, on est quand même à 6 secondes de 0 à 100. Si on passe en mode hybride sport, où on combine les puissances, on descend en dessous de 4 secondes, de 0 à 100, et 0 à 200, environ 12 à 12,3 secondes. Pour répondre à la question pour l'hybridation, donc c'est une technologie qu'on avait déjà éprouvée dans une escorte, donc on a fait pas mal de kilomètres. À côté de ça, on a maintenant fait pas mal de kilomètres avec un proto qui a été présenté en 2012 et qui a quand même limé pas mal le bitume pour justement valider les solutions techniques, changer ce qu'il fallait changer et améliorer. Aujourd'hui, oui, on a fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec cette voiture. Et maintenant, voilà, on est dans une pré-série ici, donc voiture qui va être à 90% définitive, voire même peut-être plus, et qui sera celle qui sera livrée à nos futurs clients.
Certes, un changement de fournisseur moteur il y a 4 ans a demandé quelques adaptations. Mais alors que le châssis numéro 3, voiture de pré-série Dixit Imperia, était exposé fin janvier 2015, on peut se demander si l'histoire et Wikipédia ne retiendront de la marque belge qu'une épopée éphémère, tout comme le fut celle de la Gilet Vertigo, ou encore plus courte, celle de la VDS Car qui a décidé de jeter le gant. Autre prototype de rêve qui nous viennent cette fois d'outre-Manche, Noble nous présente ici en première mondiale son Speedster et son coupé. Ceux-ci devraient être livrables à partir du mois de juin. We'd never really shown in Europe before, apart from Geneva, we'd never shown this car. Brussels seemed a really good show. It was really, I'm very impressed by the show. It's beautifully done and it has a sort of exclusivity that we need for our cars. Well, we were just launching it really to see the public reaction, and the reaction has been so good that I think we now have to make it. Hopefully by midsummer we should have the first car. It is totally bespoke and hand-built. Grosse surprise à ce salon dans le salon, avec la présence de la sublime et impressionnante Jaguar F-Type Project 7, édition limitée et super sportive du coupé britannique, en hommage aux 7 victoires acquises aux 24 Heures du Mans. 250 modèles seront construits. Project 7 est le modèle le plus puissant de l'histoire du constructeur anglais, pour l'instant. Autre curiosité présente et vraiment typée fun, la Donkervoort et la KTM X-Bow. La RXC de Radical l'est encore plus, puisqu'il s'agit là d'un prototype au vrai sens sportif du terme, devenu coupé pour s'échapper des circuits. Mu par un V6 3,7 litres Ford qui développe 380 chevaux pour 433 Nm de couple, il affole les chronos grâce à son poids réduit en signant un temps de 2 secondes 8 pour passer de 0 à 100 km/h. Aussi bien que la Porsche 918, excusez du peu. Coût, la Ferrari F12 Berlinetta Tour de France devenait presque banale. La promenade dans le Palais 11 nous a permis de voir aussi les Alpina, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Infiniti, Lotus, Maserati, McLaren, Rolls-Royce et Tesla, mais aussi Audi, Lamborghini, ainsi que Nissan et BMW. Alors, la Mini John Cooper Works, c'est une première européenne qui était presque une première mondiale. Elle a été présentée au salon à Détroit et puis 24 heures plus tard, elle était dévoilée ici à Bruxelles. Alors, la Mini John Cooper Works, c'est la plus puissante des Mini que nous ayons jamais pu présenter. 231 chevaux, le look de la vraie voiture de sport. Elle ramène un petit peu à gène de Mini, puisque Mini c'était la compétition automobile, c'est le rallye de Monte-Carlo. Et donc là on a vraiment une voiture pour faire plaisir aux amateurs, ceux qui savent ce que sont les sensations et qui veulent avoir leur petite voiture compacte pour pouvoir s'amuser sur le circuit et aller travailler le lundi matin avec la voiture. Donc, si je peux aller un petit peu plus haut dans la hiérarchie, il y a une sorte de première mondiale ici chez Mini, c'est la Mini 5 portes qui est présentée en version utilitaire léger. 2 places seulement, parce qu'il y a tout le seuil de chargement qui se trouve derrière, mais elle permet d'être déductible à 100% et d'être utilisée pour faire des livraisons avec une classe certaine. Et on a la chance d'avoir en première européenne ici la série 6 qui est présentée dans sa version remodelée, le facelift comme on dit, avec de nouveaux phares à LED, dont les éclairages électroluminescents, avec un nouvel éclairage à l'arrière, avec une silhouette qui est légèrement affinée, avec de nouvelles finitions aussi. Enchaînons maintenant avec l'ING Ardennes Road, rallye de régularité réservé aux véhicules anciens. Vous voulez goûter ? Racing Channel a eu le privilège d'assister à la présentation du prochain rallye de régularité ING Ardennes Road. Nous y avons rencontré Ariane Toré du groupe Trajectoire, organisateur de l'épreuve, qui nous a éclairé sur cette 14e édition.
Nous avons des équipages qui reviennent d'année en année. C'est très sympathique parce que ça devient familial, on commence à les connaître et c'est vraiment très bien. Et cette année, nous avons pas mal de nouveaux équipages qui découvrent l'ING, qui vont découvrir l'ING pour la première fois. On va se cotonner à la Belgique, donc la première journée, on va aller jusque ce mois, enfin dans cette région-là. Et puis dimanche, on va revenir dans notre région, côté de Herve, Saint-Vite, par là, quoi. Et puis pour un retour à Spa. Donc les dates exactes, c'est le 25 et 26 avril donc 2015. Donc les contrôles techniques administratifs se dérouleront le 24. Et le premier départ à 8h du matin, le samedi 25 avril. Et le départ se fait à Spa, en face du Radisson. Le rallye se déroule le 25 et 26 avril, mais pour les spectateurs, vous pouvez toujours venir à l'encontre le vendredi soir, le 24, où tous les véhicules arrivent. Il y a un contrôle technique administratif. Vraiment à Spa, je pense que c'est une belle rencontre, une belle aventure. Notre hôte du jour, Thomas Desmarais, non content de nous accueillir dans sa concession Porsche Centre Liège, nous livre ses raisons de soutenir l'ING Ardennes Road 2015. C'était pour moi évident d'être partenaire de cet événement classique qui est vraiment un événement très important dans notre région. Que le Porsche Centre Liège soit au cœur des débats quand on parle de passion automobile. Je pense que c'est important, nous avons un rôle à jouer dans cette passion et on veut être au cœur de l'action. Certainement un équipage participera à l'épreuve. On en saura plus dans quelques semaines. Rendez-vous donc à Spa, c'est 25 et 26 avril 2015 pour le départ de l'ING Ardennes Road. Pour ouvrir notre page sportive, nous commençons au chaud par un détour à Liège où notre équipe a arpenté les halles de foire de Conromeuse lors du Racing Show. Classique 21 et la 2 présente Spa Rally. Les 13 et 14 mars, retrouvez le championnat de Belgique des rallyes à Spa. Véhicule moderne, historique et de régularité, parcourant des spéciales mythiques. L'histoire du rallye redémarre à Spa les 13 et 14 mars. Un événement à ne pas manquer. Infos et inscriptions sur sparally.com. Le Liège Motor Show, qui s'est déroulé fin janvier, n'a pas encore retrouvé son lustre d'antan, mais a le mérite d'exister et de vouloir s'améliorer. En effet, certaines erreurs de l'an dernier ont été corrigées. La cérémonie des casques d'or y a été réintroduite pour le bonheur de tous les participants à cette soirée. Celle-ci fut rehaussée par un défilé de Miss qui a échauffé l'assemblée. La carrière du pilote verviétois Jean-Pierre Van de Hoover était mise à l'honneur cette année dans le patio. Les autres halles faisaient la part belle au tuning avec des voitures aux modifications d'une qualité exceptionnelle. Pour les nostalgiques des années Peace and Love, la gamme VW était largement représentée avec des Beetle Cal Look ou des bus et vannes joliment décorés. Une expo automobile sans quelques belles plastiques n'aurait aucune saveur. Ici, le body painting du corps de la jolie Aya, participante à Belgium Got Talent. Mais que fait la police ? Au rayon Racing, le club NSU, relégué à l'arrière-plan, méritait vraiment le détour afin d'admirer ces NSU mythiques encore en activité en course de côte.
Outre les nombreuses voitures de course, toutes disciplines confondues, rallye, circuit, monoplace, tourisme, Fun Cup, côte et autres dragsters. Les forums et écuries automobiles y étaient représentés avec quelques activités connexes. Retour en images sur quelques beaux modèles Racing que vous pourrez voir à l'œuvre durant cette saison 2015 de sport moteur. Rejoignons nos collègues néerlandophones à Oudenaarde, au froid, lors des Slowly Sideway. Si la saison 2015 du championnat de Belgique des rallyes ne débutera que 2 semaines plus tard, ce week-end, les membres des Slowly Sideway de Belgique étaient de sortie avec le rassemblement à Oudenaarde pour la 5e édition du parcours AD Autoservice. À nouveau une année couronnée de succès puisqu'ils étaient une quarantaine d'équipages à prendre le départ de ce parcours. Si cette année le parcours était similaire aux années précédentes, il se voyait prolongé avec une étape supplémentaire dans la région de Tournai. Ouais, c'est un peu modifié parce que maintenant on fait 4 parties. On commence d'ici à Oudenaarde jusqu'au Mont-Saint-Aubert. Et puis après Mont-Saint-Aubert, on va à Saint-Sauveur. Et là, on a un petit dîner. Et puis après Saint-Sauveur, on va à LSL pour la 3e partie. Et la dernière partie, c'est LSL ici à Oudenaarde. Si la majorité des voitures de légende ici présentes ne sont que des répliques, on peut dire qu'elles sont quasiment à l'authenticité, comme en témoigne cette Toyota Corolla pilotée en 1976 par un certain Ove Anderson. Tout comme cette Peugeot Talbot préparée ici par Paul Liétard et pilotée dans les années 80 par Guy Fréquelin et Jean Todt, offrant même à Peugeot le titre mondial des constructeurs en 81. Je veux dire de cette Lancia Delta HF aux couleurs de Martelli Racing, mais aussi cette Ford Escort MK2 pilotée à l'époque par le célèbre Harry Vatanen. Après un briefing tenu par les responsables des Slowly Sideway, les voitures quittaient le parking de autoservice pour une balade divisée en 4 étapes à travers le Tournaisis, le Pays des Collines et les Ardennes flamandes. Avec une première difficulté pour ces cyclistes et non pour nos voitures, les pavés du Pattesberg, côte répertoriée et empruntée par la classique flandrienne du cyclisme, le Tour des Flandres. Après une première étape d'un peu plus de 50 km parcourue ici en 90 minutes, les voitures marquaient l'arrêt avec un premier regroupe au sommet du Mont Saint-Aubert, dans la région de Tournai. Le Mont Saint-Aubert culmine à 147 mètres et est également un lieu touristique. Après avoir marqué l'arrêt sur ce premier regroupe, les voitures redescendaient du Mont Saint-Aubert en direction du Pays des Collines, dans l'entité de Fran-les-Busnal, où les attendait sur la place de Saint-Sauveur le tenancier du café Oraliman, Fabrice Pickles, pour un déjeuner et le verre de l'amitié. Au final de ce parcours et de ces 4 étapes, les voitures auront parcouru 185 km de balade sur les belles routes de campagne à travers la Flandre et la Wallonie. Le premier rendez-vous des Slowly Sideway de la saison sera également dans 2 semaines avec la première épreuve du BRC, le rallye de la Spango. Pas de favoritisme puisque Racing Channel était également en déplacement à Claviers pour l'ouverture de la saison des rallyes de la province de Liège.
Si la rentrée a été plutôt facile pour Dominique Julien dans la division 4, ce ne fut pas le même refrain dans la division inférieure. Au volant d'une très bonne groupe N, préparée par Aldero, Julien n'a pas eu à forcer son talent. Il faut dire que le parcours convenait à merveille à sa monture puisque composé de longues lignes droites, ou presque, cassées par quelques relances suite à un quitté gauche ou droit. Bref, ce que la Mitsubishi n'avait pas en punch, et encore on relativise, elle offrait une vitesse de pointe supérieure à la Skoda Fabia WRC d'Alexandre Buzyn, qui pouvait quant à lui compter sur une relance plus virile pour espérer la victoire. C'est-à-dire qu'on a quand même une WRC derrière nous, hein. Nous on est en R4, donc c'est quand même une très bonne Mitsu, mais par rapport à la Skoda, il n'y a pas photo, donc effectivement on pousse très fort. Maintenant on va voir un petit peu comment ça va se passer ici, si on lâche un peu ou pas. C'est vrai qu'on a une cinquantaine de secondes d'avance, pardon. Donc voilà, celle-ci, on verra après celle-ci, on va dire. Et même si cela avait été le cas, celui-ci aurait aussi dû composer avec la performance de Colette, qui, au volant de sa Subaru, occupait la seconde place du général avant de devoir renoncer suite à un problème de fourchette de boîte. Grain d'orge, vainqueur 12 mois plus tôt, alternait avec le bon et le moins bon. Crevaison, dans l'étape spéciale 3, le retardant, c'est finalement une sortie de route qui le poussera à se retirer définitivement dans la 8e spéciale. C'est dommage car la confrontation avec le pistard Frédéric Bouvy était intéressante. Ce dernier ayant perdu dès la première spéciale, près d'une quinzaine de secondes, il profitera de l'erreur de Cédric Buzyn, Mitsubishi Lancer, pour revenir et jouer finalement la dernière marche du podium pour 1 seconde à peine. Clavier était aussi le lancement de la nouvelle catégorie démo historique. L'un des participants, Stéphane Suge, nous explique pourquoi il y participe. Ce qui m'a motivé d'abord, c'est ma région, donc j'habite à quelques kilomètres d'ici. Deuxièmement, l'engagement par rapport à d'autres rallyes historiques est nettement moins cher. Vous pouvez rouler en toute sécurité, il n'y a pas de classement, les routes sont sécurisées, donc c'est du pur bonheur, quoi. La catégorie démo a été faite pour montrer au public d'anciennes voitures rouler. Bon, parce qu'une voiture, elle doit rouler. Moi, j'estime aller dans un garage ou alors dans un musée voir une voiture à l'arrêt, bon, moi je trouve pas ça intéressant, il faut la voir rouler. Ici, vous avez l'occasion de voir de vieux véhicules rouler, et c'est des véhicules que beaucoup d'enfants ne connaissent pas, c'est des Porsche, c'est des vieilles Porsche que les jeunes redécouvrent. C'est un bon rapport qualité-prix, plaisir. Au final, en division 1, 2, 3, la surprise du rallye est l'impressionnante victoire de Bastien Rouard. Le message est clair, il faudra pouvoir le suivre. La Peugeot 206 est plus moderne et la tenue de route est un de ses atouts. Alors certes, David Schmetz se classe 2e, mais à quel prix? Les stigmates, comme bien d'autres, d'une aventure dans les taillis ont marqué la vaillante Clio, mais s'il faut surpiloter pour en arriver là, la grosse sortie est à craindre. En tout cas, il a eu chaud. La 3e marche est revenue à une autre Peugeot, la 106 de Thomas Delray. Au volant de son petit bolide bleu, il en a fait voir de toutes les couleurs à ses proches rivaux. Menaçant Schmetz, il a failli le pousser à la faute tout en contenant les assauts de Laurent Cravillon. Le pilote de la Renault échoue à 9 secondes de cette 3e marche du podium. Celui-ci aurait pu être tout autre si Beaufort n'avait pas renoncé à mi-course. Auteur de chrono toujours aussi convaincant, il a été en lutte pour la victoire. De cette manche d'ouverture du championnat liégeois, il faudra retenir la météo splendide qui a ensoleillé toute la journée cette épreuve. De souligner la bonne gestion du timing qui, malgré les retards du matin, a été respectée ou récupérée. Passons maintenant par les légendes boucles de Bastogne que nous retrouverons plus en détail dans notre prochain numéro. Vous voulez goûter ?
Les légendes boucles de Bastogne, qui ont couronné une nouvelle fois François Duval, se déroulaient ce dernier week-end de février. Notre équipe, sur place, a pris les impressions à chaud de quelques pilotes de pointe. C'est piégeux, mais c'est un vrai parcours, c'est un vrai rallye. Ça se passe bien, c'est un parcours assez gras, il neigeait un peu ce matin, mais on va essayer de faire un maximum de spectacles. Je pense qu'on se maintient, en tout cas dans le groupe de tête, en tête. Sur certains rallyes en championnat du monde, on a déjà vécu ça, mais c'est vrai que c'est typique à la Belgique. Wij met die kleine wagen, dus af voorgaan om juist op tijd te komen. Dans nos prochaines émissions, nous reviendrons plus en détail sur cette épreuve unique en son genre qui rencontre l'enthousiasme de tous, tant spectateurs que pilotes. Voilà, c'en est terminé pour ce numéro. Nous remercions très chaleureusement les sorcières tilfoises pour leur accueil et elles vous invitent le 15 mars lors du Létharé de Tilf pour les contempler. Quant à nous, nous nous retrouvons dans notre prochain numéro.